Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce premier débat. Voilà, une série de 6 débats vont scander les 24 heures de cette enquête. On a un petit peu tordu la commande par rapport à ce que Alain Juppé nous avait initialement demandé, mais l'idée c'était de recueillir des impressions et du vivant dans la ville. On souhaitait ouvrir avec Didier Fusilier, je pense que les étudiantes qui sont en face vont le présenter. Souvent Didier Fusilier, quand vous vous baladez à travers la France, les gens disent « Ah oui, c'est le grand Manitou des événements culturels ». Alors il y a un côté comme ça, grand chef indien, qui donne, moi je trouve, une dimension mystique qui est assez sympathique. Et ensuite, la deuxième chose que vous lisez, ça c'est plutôt dans la presse. Dans la presse, on parle souvent de la recette Fusilier. Mais en gros, comment il fait pour réussir à chaque fois, vous voyez? Il y a un côté comme ça, en fait, voilà, comme les grands-mères qui réussissent toujours la tarte tatin. Voilà, comment il fait pour à chaque fois réussir le gâteau et que ce soit aussi brillant dans des situations, dans des temporalités assez différentes. Voilà, on va le soumettre à la question, comme on disait au temps de la très sainte Inquisition, mais quand même nos inquisitrices, elles sont sympathiques, plutôt charmantes, voilà. Ce sont 4 jeunes filles, on a travaillé en partenariat avec le master en fait, d'ingénierie de projets culturels de l'université de Bordeaux 3, Michel de Montaigne. Bonjour Didier Fusilier, merci d'être avec nous. Je vais faire un bref rappel de votre carrière récente plutôt, on va dire, à partir de donc cette fameuse capitale européenne de la culture pour Lille, dont vous avez été le directeur général de 1999 à 2006. Vous êtes également directeur de l'association Lille 3000 depuis 2005. C'était donc un programme qui avait été mis en place lors de cette fameuse capitale européenne de la culture et qui a finalement perduré pour faire la continuité de Lille, capitale de la culture. Vous faites également la programmation du tri postal. C'est pour nos amis qui ne sont pas lilloises, c'est un lieu en fait où on triait le courrier et qui était voué à destruction et qui a été utilisé comme salle d'exposition donc dans le cadre de cette capitale européenne de la culture et qui a tellement bien marché qu'au final ils ont décidé de le conserver et comme endroit d'exposition. Vous êtes également directeur de la Maison des Arts et de la Culture André Malraux depuis 1993 à Créteil. Vous êtes le directeur du Centre culturel transfrontalier Le Manège Scène Nationale à Maubeuge. Qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix national de l'entreprise culturelle remis par Jacques Lang en 91. Donc une carrière très riche. Et donc depuis quelques années, Lille est devenue une ville très attractive du point de vue culturel. C'est devenu presque une destination de tourisme culturel. Les événements que vous organisez à Lille remportent vraiment un grand succès. On parle souvent d'une recette fusillée. Est-ce qu'il y a vraiment une recette fusillée ? Il m'arrive rarement d'intervenir d'ailleurs dans des colloques et tout ça, parce que bon, ça n'est pas mon rôle non plus. Je suis plutôt quelqu'un qui suis sur le pont, enfin qui est à fabriquer des événements. Et je crois que c'est Jean Nouvel qui dit ça, notre grand architecte. Il dit une chose qui m'a beaucoup habité, il dit tout dépend toujours du contexte. On ne peut jamais imaginer que vous alliez reposer dans un autre espace la même chose que vous avez pu fabriquer ailleurs. Je crois qu'il y a une alchimie qui est propre aux villes, et Lille en particulier. Il y a aussi un autre dans les fondements de ma pensée, un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui est quelqu'un d'intéressant, et qui dit rien ne se passe jamais comme prévu parce qu'on oublie le mouvement. C'est-à-dire que quand vous déclenchez quelque chose, vous déclenchez autour une série d'événements qui font que vous n'allez jamais là où vous pensiez aller. Et je crois qu'à Lille, il y a eu aussi cette envie-là d'être embarqué dans des choses totalement innovantes. Donc de recettes, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu au début, et on en avait discuté avec quelqu'un que j'aime bien aussi, qui travaille à Beaubourg, au Centre Pompidou, qui s'appelle Bernard Bisten, avec lequel on s'était dit il faut commencer par la fête. C'est un grand film de Bertrand Tavernier. Tout doit toujours commencer par la fête. Et Pierre Rosanvallon, dans un livre qui s'appelle La Société des égaux, qui est sorti il y a quelques mois, qui est un livre très intéressant sur la société française, dit il faut favoriser la rencontre de ceux qui n'ont jamais la moindre possibilité de se rencontrer, et la fête étant l'élément central de ça. Donc, nous avons pris le risque de commencer par la fête. À 4 heures de l'après-midi, la ville était noire de monde. Et le préfet de police nous dit, il n'y a pas de problème, les gens font leurs courses, et vous verrez, c'est la demi-finale de Star Academy à la télévision, les gens vont rentrer chez eux. Et la ville n'a pas dégorgé du tout. Je crois que
dans chaque ville, on peut imaginer des événements différents. Mais pour moi, il y a une chose qu'on doit pouvoir toujours entreprendre, en tout cas, c'est toujours un moment de fête, un moment de jonction, un moment où tout se retrouve. Vous parliez tout à l'heure de cet effet fédérateur de la fête, qu'il faut commencer un événement par une grande fête pour que les gens se rapprochent. Mais est-ce que c'est pas un effet de façade en fait? Est-ce que ça dure réellement cet effet fédérateur de la fête? Est-ce que c'est du longue durée en quelque sorte? Mais le propre de la fête, c'est de mourir. Et c'est ce qui est beau. C'est-à-dire qu'à la fois une fête, c'est une naissance, une mort instantanée, et c'est aussi une immense frustration. On parlait de Marseille, etc. Moi, je n'y étais pas, moi j'en ai entendu parler, des gens bien... Parce que ça dépend où vous êtes dans une fête, vous ne pouvez pas tout voir. Et on n'est plus habitué à ça. Aujourd'hui, on est habitué même dans les grands concerts à avoir des écrans géants qui font que vous voyez, vous regardez. Et d'ailleurs, à Lille, les gens m'ont toujours dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des écrans géants, au moins on verrait ce qui se passe. Or, ça n'est pas ça une fête. Quand vous allez à Séville, quand la Vierge Noire sort à Séville, enfin moi, chaque fois, j'y suis allé 4 fois, chaque fois j'avais peur, quoi. Parce qu'il fait un noir d'encre, on ne sait pas ce qui se passe, et ces peurs-là, on ne les a plus jamais, et seules les villes peuvent les donner. Et on a besoin de ça. On a besoin d'être déconnecté du côté cocooning, rassurant, normé des villes. À un moment donné, ça saute. C'est Nietzsche qui, dans le Gai Savoir, dit la culture, l'art, c'est d'abord du désordre. Et je crois que c'est ça aussi qui est beau. C'est-à-dire que c'est vivre intensément un moment de désordre où tout vous échappe. Alors ça, évidemment, c'est une alchimie, parce que vous ne pouvez pas non plus risquer la vie des gens, une insécurité. Mais néanmoins, il y a un moment donné où vous devez vous dire, tiens, où suis-je, quoi. Et la fête est le seul moment où vous trouvez ça, enfin, de mon point de vue. Maintenant, par rapport au rapport entre le tissu des artistes locaux et l'institution publique, c'est-à-dire que l'institution est une source de subventions. Les artistes sont une source de dynamisme pour le territoire. Quelle réciprocité, selon vous, il devrait y avoir entre ce tissu artistique local et l'institution publique de l'autre côté? Bien, enfin pour nous, à Lille, en tout cas, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que les artistes... Nous avons vu avec la dernière opération Lille 3000, il n'y avait aucun artiste qui se soit retrouvé à dire « j'ai été exclu du programme, on ne m'a pas écouté, aucun ». Pourtant, à Lille, il y a énormément de groupes de théâtre, de musique, d'artistes, de plasticiens, parce qu'on a ce souci absolu de l'écoute et des organismes qui permettent d'inscrire les projets des artistes dans le cadre du programme global. C'est-à-dire que nous avons pu éviter le off, qui est un énorme problème. C'est-à-dire que, de mon sens, enfin, je ne parle pas, par exemple, du Festival d'Avignon, où là, le off est une institution quasiment comme le IN, mais un off à côté d'un grand événement de 2 à 3 mois, c'est quelque chose qui vient contre ce qui a été proposé dans le IN. Donc, si vous voulez, nous avons vraiment tenté d'associer toutes les énergies dans ce cadre que je vous expliquais tout à l'heure de la mobilisation générale, faire en sorte qu'il y ait une transversalité absolue de l'intérêt que nous portons à tout ce qui émerge et de trouver les cadres pour ça. Parce qu'un jeune artiste ne va pas vous demander 200 000 euros. Parfois, il va vous demander 1 000 euros. Il va parfois même vous demander de la technique ou un lieu. Donc le tout, c'est d'écouter, c'est de prendre le temps d'écouter. On va parler de l'organisation culturelle des territoires par rapport à Aquitaine. Et comment un grand événement à Bordeaux pourrait-il rayonner dans toute la région et faire levier sur le développement culturel du reste des territoires au-delà de la coupe, à la manière des Nord de Calais? Je crois que le propre des grands événements, c'est de pouvoir être en jonction, non pas avant-gardiste, ni passéiste, mais être pile dans le temps de l'événement. C'est important de prototype, c'est-à-dire d'une énorme boule d'énergie qui enflamme tous ceux qui peuvent penser être utiles à leur ville.
On va rester encore sur la ville. Donc on sait que Lille est idéalement située en Europe, à côté de Paris, Londres, Bruxelles. Et ça a joué un rôle important dans la réussite de la ville en matière de culture. Le fait que Bordeaux soit situé assez loin des grandes capitales européennes, est-ce que vous pensez que c'est un problème pour le développement culturel de la ville? Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement pallier à ce problème? Bordeaux, c'est près de l'Espagne quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis bientôt avec le TGV qui va encore aller plus vite, je crois que ce sera encore plus simple, faire relier les grandes capitales. Enfin 2 heures de Paris, c'est rien. Mais je crois que avant de penser à tout ça, il faut savoir que quand on est sur une problématique de la création d'un événement, il faut penser d'abord au territoire. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais pensé Londres. Et on n'a jamais pensé Anvers, on a d'abord pensé le territoire, et c'est après que la puissance anglaise... Par exemple, pour les Anglais, en 2004, quand nous avons commencé avec Eurostar, Lille est à 1h20 de Londres. 1h20 de Londres et 20 minutes avec le décalage horaire. En fait, quand on est à 20 minutes en partant de Lille, c'est-à-dire vous partez à 10h, vous arrivez à Londres à 10h20, ce qui est quand même dingue. Et ça a été une déferlante anglaise, et ça a été très intéressant de voir comment les commerces à Lille ont dû s'adapter, comment il y a eu cette nécessité absolue d'avoir des gens dans les magasins qui parlaient anglais, qui n'était pas le cas du tout. Les restaurants faisaient des cartes en anglais, enfin, on ne mangeait pas aux mêmes heures, ça a été un truc énorme à Lille, qu'on puisse servir à table à 16h30, 17h pour les Hollandais par exemple, qui eux mangent à 17h. Enfin, il y a une adaptation à vitesse très rapide de la ville. Pour vous dire, aujourd'hui, par exemple, quand nous avons fait Lille 2004, nous avions 55 commerçants participants. Et là, on en était à 1200 commerçants qui ont été partenaires de Lille 3000 Fantastique. C'est-à-dire que l'énergie grandit. L'énergie ne s'arrête pas. Elle ne fait que s'amplifier parce que chacun y trouve son intérêt. Ça ne va pas au-delà de ça. Mais par exemple, il y avait devant l'Eurostar, fait par Eurostar, c'est-à-dire même pas pour nous, Lille, the place to be. Et là, c'était incroyable. Et tous les journaux avaient repris ça. Et pour Lille, c'était complètement nouveau, évidemment, parce qu'on n'avait jamais eu ce lien avec Londres. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter en ce qui concerne ce qui se passe actuellement au Muséum d'Histoire Naturelle pendant les 20 prochaines heures Moi, je trouve déjà le lieu génial, quoi. C'est vraiment bien. Et puis, puisque vous avez fait, c'est l'abécédaire, non, il y a le fait qu'on puisse parler, que ça soit enregistré, diffusé. Parce qu'on est aussi dans cette société, on peut revoir plus tard ce que chacun dit, ce qui est formidable aussi, c'est que la mémoire puisse rester, puis que ça augure de temps magnifiques à Bordeaux, mais enfin qui est une ville immense par sa culture de toute façon. Donc, je crois que le problème n'est pas de créer quelque chose de plus à Bordeaux pour créer quelque chose de plus, c'est effectivement de voir ajuster un événement à ce qui existe déjà. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas parlé encore de temporalité. À Lille, c'est quand même très spécifique parce que vous ne faites pas ça tous les ans, tous les 2 ans, c'est même beaucoup plus. Qu'est-ce que ça change de travailler comme ça sur des temps longs? Nous sommes 11 dans l'équipe de Lille 3000, donc nous travaillons uniquement avec nos partenaires. Pour vous donner un exemple, pour l'île Fantastique, nous avons eu 22 ou 23 expositions. Tous les musées étaient ensemble, ont ouvert le même jour, ont fermé le même jour leurs expositions et on a vendu 1 231 000 billets vendus dans les expositions, ce qui était un chiffre énorme. Dire à peu près tous les musées ont eu plus de 60 à 70% de fréquentation par rapport à ce qu'ils connaissaient. La piscine à Roubaix avec Chagall a fait un score énorme, le LAM, enfin, il y a eu vraiment... Et tous les théâtres, tous les orchestres font la même chose, ont une programmation sur le même thème. Et au-delà de ça, alors ça nécessite, vous l'imaginez, une concertation qui commence très tôt. Un musée, en général, bloque ses expositions pour les prêts d'œuvres et tout ça 3 ans à l'avance, entre 2 et 3 ans. Un orchestre national, c'est 2 ans. Donc si vous vous y prenez trop tard, vous ne parvenez pas à associer tout le monde. Moi, j'ai bien écouté ce que vous venez de dire. C'est extrêmement intéressant. Vous montez un événement de 2 ans pour avoir des grands artistes connus.
vous avez rajouté la population, les personnes âgées, les enfants, tout, ça a l'air totalement idyllique. Et je me demandais si c'était pas possible, dans tous ces grands artistes-là, alors que vous montez un événement vraiment grand, mais c'est qu'avec des artistes morts, bien souvent, ça serait sympathique qu'il y ait des artistes vivants, locaux, qui puissent intégrer ces places existantes, peut-être à une échelle beaucoup plus petite, mais que ça fasse un lien, si vous voulez, entre le passé et l'artiste vivant. L'artiste qui travaille à l'heure actuelle dans sa ville pour l'art, quoi, pour montrer quelque chose. Ça serait chouette, une communion comme ça. Ça ajouterait, c'est bien d'avoir fait tous ces trucs, mais en même temps, je crois qu'il manque une dimension, c'est d'intégrer les artistes vivants. Les artistes, on les aime, maintenant on les aime presque morts, quoi. C'est désespérant. Non, mais à Lille, non, il y a beaucoup de vivants, hein, croyez-moi. Ils sont même très, très vivants. Hein. Donc, non, n'ayez crainte. Mais on ne peut pas leur ouvrir les musées un tout petit peu? Si, mais ils ont leur place. Mais vous savez, les musées, comme un grand orchestre, vous ne mettez pas sur certaines sonates de Chopin. Je suis d'accord avec vous. On est obligé de grandir. Et je crois que quand les artistes ont un niveau qui permet de leur reconnaissance dans les grands musées, ils sont souvent repérés par les directeurs des musées. Enfin, le problème ne se pose pas là. C'est effectivement ce que vous dites est important sur le respect des artistes en place. Mais à Lille, réellement, nous avons multiplié les ateliers. Ici, ça fonctionne aussi, mais il y en a, enfin, j'en connais terriblement qui crèvent, entre guillemets, quoi. Et les impressionnistes, à leur époque, c'était la même chose. Maintenant, ils sont hyper reconnus. On leur a ouvert les musées, mais ils s'en fichent, quoi. Ils sont morts.